Elle s'est effondrée, inconsciente, dans la neige, a murmuré une dernière fois le nom de son fils, et un voisin l'a trouvée juste à temps pour appeler une ambulance. Le souvenir suivant que j'ai est celui d'une lumière, pas une lumière chaude, pas une lumière réconfortante, mais une lueur blanche et crue qui me piquait les yeux quand j'essayais de les ouvrir. Un bip régulier retentissait près de ma tête, lent et patient, comme s'il avait tout son temps. Ce n'était pas le cas. J'avais la gorge sèche, les membres lourds, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. « Madame Aïe, vous m'entendez ?» Une voix de femme flottait au-dessus de moi, calme et professionnelle. J'ai tourné légèrement la tête et j'ai vu une infirmière penchée au-dessus du lit, son expression douce d'une manière qui m'a serré le cœur. Elle a ajusté une couverture autour de mes épaules. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais encore froid, même ici. « Vous êtes à l'hôpital », a-t-elle dit doucement. « Jacksonville Memorial. Vous avez été admise tôt ce matin. » Hôpital. Le mot est entré lentement dans mon esprit. J'ai essayé de parler, mais mes lèvres ont à peine bougé. Mon esprit cherchait les pièces manquantes du puzzle. S'accrochant aux ombres. À la neige. Aux ténèbres. À une porte restée close. Combien de temps? Ma voix se brisa avant que je puisse terminer ma phrase. « Vous êtes resté dehors plusieurs heures », répondit-elle. « Vous étiez en hypothermie sévère. Encore 1 heure dehors. » Et elle n'acheva pas sa phrase. Inutile. Je fermai les yeux. Dehors, le souvenir planait, hors de portée, comme un rêve indistinct. Je savais seulement que je n'aurais pas dû être là. Pas comme ça. Quand l'infirmière s'éloigna, je remarquai mon téléphone sur la petite table de chevet. Il était branché, l'écran éteint. Un instant, un bref soulagement m'envahit. Peut-être y avait-il des appels manqués. Peut-être qu'Evan avait paniqué en réalisant mon absence. D'une main crispée, j'appuyai sur le bouton. Rien. Pas d'appel manqué, pas de message, pas de notification vocale. Juste l'heure et la date, cruelles dans leur simplicité. Le matin de Noël. Ma poitrine se serra, non pas de colère, mais d'une émotion plus profonde, peut-être la compréhension, ou du moins son amorce. Un médecin entra plus tard, un homme grand aux yeux fatigués. Il expliqua mon état avec soin, froidement, comme s'il parlait à une personne inconnue. Hypothermie, déshydratation, choc. Il me dit que j'avais eu de la chance. Qu'un voisin m'avait aperçu affalé près d'un porche et avait appelé les secours avant qu'il ne soit trop tard. Un voisin, murmurai-je. Oui, vous ne réagissiez plus quand on vous a trouvé. J'acquiesçai lentement. Je voulais poser d'autres questions, mais les mots me semblaient dangereux, fragiles. Comme si, en les prononçant, quelque chose en moi allait se briser. Après son départ, le silence retomba dans la pièce. Le bip de l'appareil reprit son rythme régulier. Je fixai le plafond, suivant du regard les fines craquelures de la peinture, et tentai de comprendre comment j'étais passé de la préparation du dîner de Noël à cette solitude sur un lit d'hôpital. J'avais 72 ans, j'étais veuve, ancienne responsable de cantine scolaire. J'avais passé ma vie à nourrir les autres, à débarrasser, à m'assurer que chacun ne manquait de rien avant de m'asseoir à table. Après la mort de son père, j'avais élevé mon fils seul, enchaînant les doubles journées, sautant des repas, me répétant que ce n'était que temporaire, que ça en vaudrait la peine. C'était devenu mon rôle, peu à peu. Celle qui attend, celle qui donne, celle qui comprend. Alors que la lumière grise du matin filtrait par la fenêtre, une pensée s'est installée en moi. Silencieuse, mais inébranlable. Ce qui s'était passé la nuit dernière n'était pas un accident. Et pour la première fois, au lieu de la peur, j'ai senti autre chose émerger. La clarté. Les souvenirs sont revenus lentement, non pas dans l'ordre, mais par émotion. D'abord la chaleur, puis l'espoir, puis cette peur sourde que je refusais de nommer à l'époque. La veille de Noël avait commencé tôt pour moi. Je me suis réveillée avant l'aube dans mon petit appartement du sud de Jacksonville. L'air était si frais que j'ai resserré mon peignoir en me traînant jusqu'à la cuisine. L'endroit était modeste, mais il était à moi. J'ai mis de l'eau à chauffer pour le café et je suis restée là, à écouter le ronronnement familier du réfrigérateur, me laissant croire que cette journée serait différente. J'avais été invitée. Rien que ça, c'était déjà un progrès. Evan avait appelé 3 jours plus tôt, la voix distraite mais polie. « On organise un dîner pour le réveillon de Noël », avait-il dit.
Rachel pense que ce serait bien que tu viennes. Rachel, elle, pense qu'Evan ne veut pas. Je l'avais remarqué, mais je m'étais dit de ne pas trop interpréter ses paroles. J'avais toujours fait ça, transformer la déception en patience, l'indifférence en compréhension. J'ai passé la matinée à préparer le repas comme d'habitude. J'ai fait un gâteau aux noix de pécan qu'Evan adorait quand il était petit, juste assez sucré pour être gourmand. Je l'ai emballé soigneusement une fois refroidi, en nouant le ruban 2 fois pour qu'il ne se défasse pas. J'ai fait des œufs brouillés et un petit pot de la compote de canneberge de mon défunt mari. La recette était écrite de sa main sur une fiche jaunie. Pendant que tout cuisait, j'ai disposé les cadeaux sur mon lit. Rien d'extravagant. Un pull pour Evan, trouvé en solde. Une bougie parfumée pour Rachel. Quelque chose de neutre, qui ne risquerait pas de déplaire. Pour les petits-enfants, des livres plutôt que des jouets. J'avais appris cette leçon à mes dépens. Pourtant, en additionnant les tickets de caisse, j'ai eu un pincement au cœur. Presque un mois d'économie minutieusement dépensée en un après-midi. Ça en vaut la peine, me suis-je murmuré en lissant le papier cadeau. C'est Noël. Avant de partir, je suis restée plus longtemps que d'habitude devant le miroir. Mes cheveux étaient plus fins qu'avant. Mon visage était marqué par des rides que je ne reconnaissais pas toujours. J'ai épinglé une petite broche en argent à mon manteau. Celle que le père d'Evan m'avait offerte il y a des années. Elle me rassurait, me donnait l'impression d'être reconnue. Le trajet en voiture m'a paru étrangement silencieux. J'ai regardé les maisons défiler. Chacune brillait de 1000 feux, animée par l'activité, les familles déjà réunies. J'ai répété ce que je dirais en entrant. À quel point j'étais fière d'Evan, à quel point j'étais heureuse d'être invitée. J'ai même imaginé Rachel sourire. Un vrai sourire. Pas la version coincée et polie qu'elle me réservait. Quand je suis arrivée devant leur maison, elle paraissait parfaite. Une douce lumière inondait la pièce. Des voitures étaient garées le long de la rue. J'entendais des rires avant même d'atteindre la porte. J'ai hésité un instant, la main suspendue au-dessus de la sonnette. Je me suis dit de ne pas trop espérer, que les attentes étaient dangereuses à mon âge. Mais l'espoir a cette fâcheuse tendance à s'insinuer, silencieux et persistant. J'ai sonné, la porte s'est ouverte et Rachel est apparue, vêtue d'une robe rouge, un verre de vin à la main. Son sourire, bref et forcé, a fusé. « Oh, salut Margaret », a-t-elle dit. « Tu es là. » Je suis entrée, portant les provisions et les cadeaux, me laissant envelopper par la chaleur. Un instant, j'ai vraiment cru être arrivée chez moi. J'ignorais encore que j'étais déjà jugée, et considérée comme gênante. La chaleur m'a frappée en premier. Pas seulement celle du chauffage, mais aussi celle du brouhaha. Des voix qui se mêlaient, des vers qui tintaient, une musique douce qui jouait au fond de la maison. C'était le genre de son qui disait « Tu es en retard, quelque chose a déjà commencé sans toi. » Rachel s'écarta juste assez pour me laisser passer. Pas un accueil chaleureux, juste de la place. « Tout le monde est dans la salle à manger, » dit-elle en se détournant déjà. « Pourquoi ne pas poser tes affaires dans la cuisine d'abord ?» J'acquiesçai et la suivis, en prenant soin de ne bousculer personne dans le couloir. Des manteaux étaient empilés sur un banc. Des chaussures soigneusement rangées contre le mur. Preuve que chacun savait exactement où se trouvait sa place. La cuisine était lumineuse et impeccable. Les plans de travail étaient dégagés, à l'exception de plateaux d'amuse-gueule qui semblaient intacts. Je déposai le gâteau aux noix de pécan et le relish à côté, arrangeant le tout aussi soigneusement que possible. C'était instinctif, comme un réflexe. J'avais passé des décennies à faire cela pour les autres, à rendre les choses présentables, à me faire discrète. « Je peux vous aider ?» demandai-je en me tournant vers Rachel. Elle ne leva pas les yeux. Elle coupait quelque chose au plan de travail, ses bracelets cliquetant doucement à chaque mouvement. Non, elle a dit de s'asseoir pour l'instant. On s'en occupe. Assieds-toi. Le mot a résonné plus lourd qu'il n'aurait dû. Je me suis assise à la petite table près de la fenêtre. De là, j'entendais distinctement la salle à manger. Des rires montaient et descendaient par vagues. Quelqu'un a raconté une histoire qui s'est terminée par des applaudissements. Une autre voix a suivi. Plus forte, plus assurée. La voix d'Evan. J'attendais qu'il vienne me trouver. Il allait forcément arriver. D'une minute à l'autre.
Je l'imaginais entrer, un sourire gêné aux lèvres, disant quelque chose comme « Maman, désolée. C'est un peu le bazar ici. C'est tout ce qu'il me fallait. » Un signe qu'il savait que j'étais là. Les minutes passèrent. Puis d'autres. Rachel s'affairait dans la cuisine, affairée mais efficace, sans jamais croiser mon regard. Quand j'ai proposé à nouveau mon aide, elle a soupiré doucement, comme si je lui avais demandé l'impossible. « C'est bon, » a-t-elle dit. « Tu vas juste te fatiguer. » Les mots n'étaient pas forts, mais ils étaient tranchants. Un rappel constant de ma place, de mon âge, de mon utilité, ou plutôt de mon inutilité. Je croisai les mains sur mes genoux pour les empêcher de trembler. À travers l'embrasure de la porte, j'aperçus des visages inconnus. Des amis, peut-être des collègues, des gens qui connaissaient suffisamment Rachel pour l'embrasser, pour rire facilement chez elle. Je ne me reconnaissais pas dans ce tableau. À un moment donné, j'entendis mon nom, une seule fois, suivi d'un silence, puis d'un rire qui sonna faux. Je n'entendis pas la suite, seulement la façon dont la conversation se poursuivit, fluide et insouciante. Je me répétais de ne pas m'inquiéter, que j'imaginais des choses. Recevoir était stressant. Je le savais mieux que quiconque. J'avais organisé d'innombrables dîners, le sourire aux lèvres et l'inquiétude au ventre. Mais cette fois, c'était différent. C'était comme si c'était fait exprès. Le temps s'étirait. L'odeur de viande rôtie emplissait l'air, me nouant l'estomac. Je n'avais presque rien mangé de la journée, gardant de la place pour le dîner, pour ce repas partagé que je pressentais imminent. Quand les voix commencèrent à monter et que les chaises grincèrent sur le sol, je supposai que le moment était enfin venu. Je lissai mon manteau, me levai lentement et me dirigeai vers la salle à manger. Arrivé à la porte, la conversation s'interrompit. Tous les visages se tournèrent vers moi. Rachel se figea en plein sourire. Evan leva les yeux, puis les détourna, son expression se crispant légèrement, comme une porte qui se ferme. Un instant, le silence régna. Puis Rachel laissa échapper un petit rire, léger mais teinté d'une froideur palpable. « Oh, dit-elle, je ne savais pas que tu étais encore là. » La pièce sembla se rétrécir autour de moi. Et à cet instant précis, je compris quelque chose que je m'étais interdit de voir jusque-là. Je n'étais pas en retard à ce dîner. Je n'étais tout simplement pas censée y être. Je restai là un moment, hésitante, ne sachant si je devais avancer ou reculer. Le silence pesant de la salle à manger m'oppressait la poitrine, lourd et pesant. Une douzaine de regards se posaient sur moi, attendant. Quoi? Je n'en savais rien. Je croyais que le dîner était prêt, dis-je à voix basse. Ma voix me paraissait plus faible que je ne l'aurais cru. Le sourire de Rachel se crispa. Elle posa son verre avec une précaution calculée, comme si elle réfléchissait à son prochain geste. « On va manger, » répondit-elle. « Mais c'est plutôt une affaire de famille. » Famille, ce mot résonna dans ma tête. Evan finit par me regarder, juste une seconde. Son regard croisa le mien puis se détourna, comme si le contact était brûlant. Il ne dit rien. « Je suis de la famille, » dis-je d'une voix à peine audible. Rachel inclina la tête, m'observant comme on observe un problème insoluble. « Tu sais ce que je veux dire, » dit-elle. « On n'a pas besoin de tension supplémentaire ce soir. C'est Noël. » Quelques personnes se sont agitées sur leurs chaises. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Personne n'a pris la parole. Personne n'a bougé. Je ne veux pas créer de problème, ai-je dit rapidement. Je peux m'asseoir où je veux. Je voulais juste être avec Evan. C'est alors qu'elle a dit ça. On n'a pas besoin de toi pour Noël. Les mots ont résonné, nets et tranchants, comme un coup de massue. Pendant un instant, j'ai vraiment cru avoir mal entendu, que mes oreilles, déjà bourdonnantes d'humiliation, avaient déformé le son. Mais elle a continué, d'une voix calme, assurée. Tu apportes un poids avec toi, a-t-elle dit. Les gens le ressentent. Ce soir est censé être joyeux. Joyeux. Autour de moi, les têtes ont hoché lentement. Certains en signe d'approbation, d'autres de soulagement. Soulagés que cela ne leur arrive pas. J'ai regardé Evan. J'attendais qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Qu'il lui dise qu'elle était allée trop loin. Qu'il me dise de m'asseoir. Il a dégluti et s'est redressé sur sa chaise. « Maman » a-t-il murmuré. « Tu devrais peut-être sortir un instant,
juste pour te rafraîchir. Me rafraîchir. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, mais complètement. Je l'ai senti. Une rupture nette, le dernier espoir qui s'évanouit. Rachel s'approchait déjà. Elle posa une main sur mon bras, ferme mais souriante, me guidant vers la porte comme une hôtesse guidant un invité désorienté. « Évitons les scènes, murmura-t-elle. On en reparlera plus tard. Plus tard, toujours plus tard. » La porte d'entrée s'ouvrit et un courant d'air froid s'engouffra, transperçant mon manteau. Un bref instant, je m'attendis à ce qu'Evan nous suive, qu'il l'arrête, qu'il m'appelle. Il ne le fit pas. Rachel rentra, les mains toujours sur la porte. « Attends une minute dehors, » dit-elle. « On viendra te chercher quand ce sera calmé. » Puis la porte se referma. Sans douceur, sans regret. Elle claqua avec un bruit sec qui résonna sur le porche silencieux. Je restai là, fixant le bois, écoutant les rires étouffés remonter à l'intérieur de la maison. La musique monta, plus forte qu'avant. On porta un toast. Les verres tintèrent. On n'attendit même pas une minute. Je me serrai contre moi-même et tentai de calmer ma respiration. C'était sûrement un malentendu. Quelqu'un allait sûrement ouvrir la porte d'une seconde à l'autre. Je levai la main pour frapper. La poignée ne tourna pas. C'est alors que je compris qu'on ne m'avait pas demandé de sortir. On m'avait renvoyé. Au début, je me dis que ce ne serait qu'une minute, que quelqu'un comprendrait la situation et ouvrirait la porte en s'excusant, peut-être avec un rire gêné. La lumière du porche projetait un cercle jaune pâle autour de mes pieds, et au-delà, la nuit s'étendait, sombre et inconnue. J'attendis. Le froid s'insinua lentement, traversant mon manteau, me transperçant jusqu'aux os. Les hivers de Floride ne sont pas censés être comme ça. Mais cette nuit-là, l'air était humide et vif, de celui qui vous colle à la peau. Une fine brume flottait dans l'air, si froide qu'elle me piquait le visage. Je me frottais les mains, respirant profondément, à l'écoute. À l'intérieur, les rires redoublaient. Je frappai doucement une première fois, puis un peu plus fort. Rien. Je sortis mon téléphone, les doigts déjà engourdis, et appelai Evan. La sonnerie dura plus longtemps que prévu. Juste au moment où je pensais qu'il ne répondrait pas, sa voix parvint à mes oreilles, tendue et lointaine. « Maman, je suis dehors, » dis-je rapidement. Rachel m'avait demandé de sortir, mais les portes étaient verrouillées. « Il fait froid. Evan. Tu peux ouvrir, s'il te plaît ?» Il y eut un silence. J'entendais des voix derrière lui. De la musique. Quelqu'un qui riait de quelque chose qu'il avait dû dire. « Maman, pas maintenant, » répondit-il. « Tu crées une situation gênante. » Oh! Ce mot me fit l'effet d'un coup de massue. « J'ai juste besoin de quelques minutes, » dis-je. « Je n'ai pas mes clés de voiture sur moi, s'il te plaît. » Il soupira, un soupir lourd d'irritation. Rachel est vraiment contrariée. Tu devrais rentrer. On en reparlera demain. Evan, murmurai-je. C'est la veille de Noël. Un autre silence. Puis sa voix baissa. Ne fais pas d'esclandre. La communication fut coupée. Je fixai le téléphone un long moment avant que l'écran ne s'éteigne. J'essayai de rappeler, tombant directement sur la messagerie. Rien. La brume se transforma en une fine pluie verglaçante qui perlait sur mes cheveux et mon manteau. Mes doigts étaient engourdis, mes mains maladroites, tandis que je remettais le téléphone dans ma poche. Je faisais les 100 pas sur le porche, essayant de me réchauffer, mon souffle s'échappant par petits jets blancs. Les souvenirs affluèrent sans prévenir. Evan, à 6 ans, recroquevillé sur le canapé, fiévreux, tandis que je lui appliquais un linge frais sur le front. Evan à 10 ans, terrifié par les orages, se glissant dans mon lit et s'accrochant à mon bras jusqu'à ce que le tonnerre passe. J'avais toujours été son refuge. Maintenant, j'étais devant sa maison, enfermée dehors comme une étrangère. Mes jambes commencèrent à me faire mal, une douleur sourde et lancinante qui rendait chaque pas plus lourd que le précédent. Je m'appuyai contre le mur, le dos plaqué contre le bardage froid, espérant qu'il me protégerait du vent. Le froid avait la fâcheuse tendance à s'insinuer partout. Dans mes chaussures, mes gants, dans mes pensées. Une voiture passa lentement au bout de la rue. Ses phares balayèrent brièvement le porche avant de disparaître. J'allais lever la main, mais elle avait déjà disparu.
Le porche me semblait plus loin de la maison, comme s'il s'était déplacé, m'éloignant de toute chaleur et de toute présence humaine. J'essayai de frapper à nouveau, plus fort cette fois, mes jointures me brûlant. « Evan, appelez-je. S'il te plaît. » Ma voix était faible, étrangère. Mes genoux fléchirent soudainement, sans prévenir. Je tentai de m'agripper à la rambarde, mais la ratai et m'affaissai sur le béton froid. Le choc me coupa le souffle. J'essayai de me relever, mais mes jambes refusèrent de coopérer. Elles me paraissaient lourdes, inutiles. La pluie trempait mon manteau. Mes dents claquaient sans cesse. Mes pensées commencèrent à se disperser, à m'échapper. J'ai pressé mes mains contre ma poitrine, essayant de ralentir ma respiration. La lumière du porche s'est brouillée, s'est doublée, puis s'estompe sur les bords. Au loin, il me semblait entendre de la musique reprendre. J'ai appuyé ma tête contre le mur, mes paupières se fermant. « Evan » ai-je murmuré, sans savoir si je l'avais dit à voix haute ou seulement pensé. Puis le froid m'a envahi et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, le silence était trop pesant. Non pas le silence vif de la neige et de la nuit, mais un silence plus doux, feutré et maîtrisé. Le bip de la machine était toujours là, régulier et patient, et la lumière dans la pièce avait viré à un gris pâle d'après-midi. Pendant un instant, j'ai eu du mal à me souvenir où j'étais. Puis la douleur est arrivée. Mes mains brûlaient, mes jambes palpitaient et j'avais une sensation d'oppression dans la poitrine à chaque respiration. L'hôpital m'est revenu. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillée et s'est approchée, ses chaussures crissant sur le sol. Elle a souri doucement, le genre de sourire qu'on arbore pour ne pas faire peur. « Vous nous avez fait peur », dit-elle. « Mais vous êtes stable maintenant. » J'avalai ma salive, la gorge irritée. Combien de temps suis-je resté dehors? Elle hésita, puis répondit prudemment. Un peu plus de 3 heures, peut-être un peu plus. 3 heures. Ce chiffre me hanta, comme un appel à l'aide. 3 heures sur le perron, dans le froid, tandis que mon fils était assis à 3 mètres d'une porte verrouillée. Je fermai les yeux, non pas pour dormir, mais pour empêcher cette pensée de me ronger. Plus tard, un homme frappa doucement et entra. Il était d'âge mûr, portait une veste usée et tenait un bonnet. « Je m'appelle Tom », dit-il. « J'habite 2 maisons plus loin que votre fils », expliqua-t-il. Il raconta qu'il était sorti tôt pour sortir ses poubelles et qu'il avait remarqué quelque chose de sombre près du perron. Au début, il a cru que c'était un sac ou une décoration tombée. Puis il a réalisé que c'était moi. « Vous ne bougeiez pas », dit-il doucement. J'ai essayé de frapper à leur porte, mais personne n'a répondu. J'ai immédiatement appelé les secours. Je l'ai remercié d'une voix étranglée. Il a balayé mes remerciements d'un geste, mal à l'aise avec sa gratitude. N'importe qui aurait fait pareil, a-t-il dit. Pourtant, nous savions tous les deux que c'était faux. Après son départ, je suis resté allongé, fixant le plafond, repassant la nuit en boucle, lentement et impitoyablement. Les mots, la porte, la voix d'Evan me disant de ne pas faire d'esclandre. J'ai de nouveau cherché mon téléphone. Toujours rien, aucune excuse, aucune explication, même pas un appel manqué. C'est alors que quelque chose a basculé en moi. J'avais passé des jours, des mois, des années à justifier les choses. La distance d'Evan, la froideur de Rachel. Je me disais qu'ils étaient occupés, stressés, que j'étais trop sensible, que j'en demandais trop en voulant simplement être incluse. Mais ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Ils avaient choisi le confort plutôt que la conscience, le dîner plutôt que la décence, le silence plutôt que la responsabilité. Cette prise de conscience ne s'est pas accompagnée de colère. Elle s'est faite avec clarté, une compréhension calme et profonde, presque plus douloureuse encore. Car une fois qu'on a vu quelque chose clairement, on ne peut plus l'oublier. Un médecin est entré et a de nouveau examiné mon dossier. Il m'a dit que je devais rester une nuit de plus en observation, que j'avais de la chance. Ces mots sonnaient creux. Ce n'était pas la chance qui m'avait conduite sur ce perron. Quand la chambre fut de nouveau vide, je me suis tournée vers la fenêtre. Dehors, le monde continuait de tourner. Des voitures passaient. Des gens passaient, une tasse de café à la main et le manteau bien serré contre le froid. La vie suivait son cours, indifférente au fait que la mienne avait failli s'achever sur le perron d'un inconnu. J'ai repensé à toutes ces fois où j'avais dit à Evan « ça va aller », alors que ce n'était pas le cas.
À toutes ces fois où j'avais ravalé ma douleur pour préserver la paix. À toutes ces fois où j'avais choisi le silence pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Et là, allongée, faible et épuisée, j'ai compris quelque chose que j'avais évité toute ma vie. L'amour qui vous demande de disparaître n'est pas de l'amour. C'était la première pensée sincère que j'avais eue depuis des années. Et une fois qu'elle a fait surface, impossible de la refouler. Le déclic ne s'est pas produit par un coup de fil ou une confrontation. Il est venu discrètement, comme la plupart des vérités quand on cesse enfin de les ignorer. Le deuxième jour de mon hospitalisation, une assistante sociale est passée pour m'aider à organiser ma sortie. Elle m'a posé des questions de routine sur ma situation, mes médicaments, mes finances. Quand elle a évoqué le suivi médical et le soutien de ma famille, j'ai hésité. Je me débrouille seule, ai-je répondu. Elle a hoché la tête et m'a tendu un bloc-notes. Nous allons simplement vérifier votre assurance et vos contacts d'urgence. En parcourant les formulaires, quelque chose a attiré mon attention. Une liste de dépenses mensuelles. Je ne l'avais pas reconnue. C'était imprimé proprement, extrait d'un récapitulatif financier tiré de mes relevés. Des montants étaient surlignés en jaune, petits mais réguliers. 2 cents par mois. Un autre de 50. Un troisième virement marqué, service à domicile. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Lentement au début, puis plus vite. Excusez-moi, dis-je en montrant du doigt. Qu'est-ce que c'est? Elle baissa les yeux. Des virements automatiques. Ça fait un moment qu'ils sont effectués. Au moins 2 ans, on dirait. 2 ans. Quand elle est partie, j'ai demandé mon téléphone et je me suis connectée à mon compte bancaire. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler l'écran. Et là, c'était là. Ligne après ligne, toutes ces mensualités que j'avais programmées et que j'avais ensuite oubliées. L'aide au remboursement du prêt immobilier sur le compte d'Evan. Les paiements par carte de crédit transitant par un dossier familial partagé que Rachel avait insisté pour organiser. Les réparations, les factures, l'aide discrète. Je m'étais dit que c'était temporaire. Je me suis adossée aux oreillers, la pièce me paraissant soudain trop petite. Je me suis souvenu de Rachel qui m'avait proposé de m'aider à simplifier les choses après qu'Evan se soit plaint des factures. Comment elle avait pris en charge les rappels, l'organisation des relevés, comme si... Une gentillesse. Je me sentais tellement reconnaissante à l'époque. Je n'étais pas seulement indésirable. J'étais utile. La prise de conscience fut brutale, non pas comme un coup de poing, mais comme un poids enfin à sa place. Pendant toutes ces années, je m'étais demandé pourquoi Rachel me tolérait. Pourquoi les invitations n'arrivaient que lorsqu'il y avait un problème. Pourquoi la voix d'Evan s'adoucissait dès qu'il était question d'argent. Il ne m'avait pas mise à la porte parce que j'étais un fardeau. Il m'avait mise à la porte parce que j'avais déjà rempli mon rôle. Je n'ai pas pleuré. Cela m'a surprise. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de plus froid et de plus stable s'installer. Cet après-midi-là, j'ai demandé à l'infirmière de me laisser seule. Je me suis reconnectée à mon compte une dernière fois et j'ai cliqué pour chaque virement automatique. Les fenêtres de confirmation sont apparues, polies et impersonnelles. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement? Oui. Êtes-vous sûr? Oui. Chaque clic était comme couper un fil. Pas violemment, proprement, un par un. Lorsque la confirmation finale est apparue, j'ai posé le téléphone et j'ai expiré comme pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas appelé Evan. Je n'ai pas envoyé de message à Rachel. Je n'ai rien annoncé. J'ai simplement arrêté. L'effet a été immédiat, même si je ne l'avais pas encore constaté. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré alors que je déjeunais tard à la maison. Encore faible, mais en voie de guérison. Le nom d'Evan s'est affiché. J'ai laissé sonner. Quelques minutes plus tard, un SMS est arrivé. « Salut maman. Il faut qu'on parle. Il y a eu un problème avec nos comptes. » Un problème. J'ai failli sourire. Un autre message est arrivé. Cette fois, de Rachel. Je ne sais pas pourquoi tu es contrariée, mais nous couper les ponts comme ça, c'est extrême. Les enfants ne comprennent pas. Voilà. Le tournant. Pas d'inquiétude pour moi, pas d'excuses, juste des conséquences imprévues. J'ai posé mon téléphone face cachée sur la table et j'ai fini ma soupe. Elle était meilleure que prévu. Plus simple, plus authentique.
Pour la première fois, je ne réagissais pas. Je choisissais. Et quelque part entre la dernière cuillerée et le doux bourdonnement de mon appartement, j'ai compris le véritable sens de cette histoire. Il pensait. M'empêcher d'entrer m'avait privé de mon pouvoir. Il n'avait jamais réalisé que je le leur avais déjà cédé, et maintenant je le reprenais. Le silence qui suivit était différent de tous les silences que j'avais connus auparavant. Il n'était pas pesant. Il ne m'oppressait pas la poitrine et ne résonnait pas dans mes oreilles. Il existait simplement, stable et imperturbable, emplissant mon appartement comme une douce lumière emplit une pièce au crépuscule. Les premiers jours après mon retour, j'avançais lentement, encore faible, encore prudente, mais quelque chose en moi se sentait d'une force insoupçonnée. Je préparais du thé le matin et m'asseyais près de la fenêtre, regardant les gens passer, absorbés par leur vie. Personne ne savait ce qui m'était arrivé. Personne n'avait besoin de le savoir. Pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin d'expliquer ou d'atténuer ma douleur pour le confort de quelqu'un d'autre. Evan a rappelé le 3e jour. J'ai laissé sonner. « Maman », a-t-il dit d'une voix tendue et urgente. « Il faut vraiment qu'on parle. Ça a trop duré. » Trop duré ? Comme si le fait d'avoir failli mourir de froid sur son perron n'avait pas déjà franchi cette limite. Plus tard dans la soirée, un autre message, j'ai reçu le message. « Rachel, cette fois, on ne veut pas continuer comme ça. Passons à autre chose. Viens dîner ce week-end avec les enfants. » J'ai relu le message 2 fois. Pas une seule fois il ne s'excusait. Pas une seule fois il ne me demandait comment j'allais. Ce n'était pas la réconciliation qu'il voulait. C'était le retour à la normale, à la routine, au confort, à la possibilité de rester en contact. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de moi. Les murs étaient nus là où étaient accrochées des photos, décrochées lors d'une récente tentative de désencombrement. J'ai alors compris que je n'étais pas vide. Je faisais de la place. Le lendemain matin, je suis allée faire une petite promenade, ma première seule depuis l'hôpital. L'air était frais et pur. Ma respiration était plus facile à chaque pas. Je suis passée devant un petit parc où une femme était assise sur un banc, plongée dans sa lecture, complètement absorbée, indifférente au monde. J'enviais son calme. Puis j'ai réalisé que je le ressentais aussi. Cet après-midi-là, j'ai reçu une lettre. Elle venait d'une infirmière qui s'était occupée de moi pendant mon séjour. Elle parlait de sa mère, de la façon dont le fait de me voir endurer tout cela avec une dignité silencieuse avait été une épreuve pour elle. Je lui ai rappelé d'appeler plus souvent. Elle m'a remercié pour ma gentillesse, pour ma patience. J'ai gardé cette lettre longtemps. Elle comptait plus que n'importe quel message de ma propre famille. Quand mon téléphone a vibré à nouveau ce soir-là, je ne me suis pas précipitée pour le regarder. J'ai d'abord fini de faire la vaisselle. Je me suis essuyé les mains. Puis j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Evan, encore une fois. Je n'ai pas répondu. Non pas par dépit, non pas par colère, mais parce que j'avais enfin compris que répondre me replongerait dans un rôle que j'avais dépassé. Celle qui explique, celle qui pardonne sans qu'on le lui demande, celle qui se tait pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Je n'étais plus cette femme. J'ai posé le téléphone face contre table et éteint la lampe. L'appartement s'est plongé dans l'obscurité, calme et rassurante. Dehors, la ville bourdonnait doucement, indifférente et vivante. Allongée, j'ai repensé à la nuit sur le porche, au froid, à la porte qui n'était jamais ouverte. Et puis j'ai pensé à cet instant, à la chaleur que je ressentais maintenant, non pas de quelqu'un d'autre, mais de moi. Au fond de moi, je n'avais rien gagné. Je n'avais reçu aucune excuse. Je n'avais pas été réintégrée dans leur vie en toute sincérité. Mais j'avais mieux. J'avais retrouvé la paix. Et pour la première fois depuis très longtemps, cela me suffisait. Au final, ce qui m'a marqué, ce n'était ni le froid, ni la porte close, ni même la chambre d'hôpital. C'était cette compréhension silencieuse qui a suivi. La prise de conscience que l'amour ne devrait jamais exiger de supplier, d'endurer l'humiliation, ni de disparaître pour le confort des autres. Ce qui s'est passé cette nuit de Noël ne m'a pas brisée. Cela a révélé la vérité que j'avais fuie pendant des années. Et une fois que je l'ai vue clairement, j'ai enfin pu me choisir. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire d'éveil. L'histoire du moment où l'on cesse de rechercher la chaleur auprès de ceux qui nous maintiennent dans le froid et où l'on apprend à créer la sienne. 5 leçons de vie tirées de cette histoire.
Premièrement, l'amour qui vous rabaisse n'est pas de l'amour. Si votre présence est perçue comme un fardeau, le problème ne réside pas dans votre valeur, mais dans leur capacité à se soucier des autres. Deuxièmement, le silence peut être plus fort. Plutôt que la confrontation. Vous n'avez pas toujours besoin d'expliquer votre souffrance à ceux qui refusent d'écouter. S'éloigner discrètement peut être un acte de force. Troisièmement, les limites ne sont pas une punition. Elles protègent les parties de vous-même qui ont été ignorées trop longtemps. Quatrièmement, être de la même famille n'excuse pas la cruauté. Les liens du sang ne justifient pas les souffrances partagées. Le respect est essentiel. Cinquièmement, la paix est parfois la plus grande forme de justice. Lorsque vous cessez de courir après un amour qui vous blesse, vous faites place à celui qui guérit. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour y réfléchir. Quelle leçon en avez-vous tiré? Et de quelle ville regardez-vous aujourd'hui? Aimez, partagez et laissez un commentaire ci-dessous. Votre voix compte plus que vous ne le pensez.